C'est une maladie neurologique très mal connue du grand public, souvent prise à tort pour un simple mal de tête. La migraine touche environ 12% de la population française, soit 5 millions de personnes, 3 fois plus de femmes que d'hommes. Alors, il existe des traitements, mais un certain nombre de patients restent plusieurs mois, voire plusieurs années dans l'attente d'un diagnostic. Quels sont les signes typiques de cette maladie? Comment ne pas passer à côté du bon diagnostic? Les traitements actuels sont-ils efficaces? Quels seront les traitements de demain? C'est de tout cela dont nous allons parler dès maintenant dans 30 minutes santé, votre émission proposée par l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Docteur Jérôme Maouet, bonjour. Bonjour Cécile. Vous êtes neurologue spécialisé dans les céphalées à l'hôpital Lariboisière à Paris. Professeur Radouane Dallel, vous êtes directeur de l'unité de recherche Neurodol au sein de l'INSERM et votre équipe se consacre notamment à l'étude des mécanismes de la migraine. Bonjour également et Bonjour. Merci à tous les deux d'avoir accepté de venir sur ce plateau. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Docteur Maouet, est-ce que parfois le terme de migraine n'est pas un peu utilisé à tort et à travers pour désigner tout type de maux de tête? Oui, c'est vrai que dans la langue française, on utilise ce terme-là pour dire mal à la tête, pour dire céphalée, alors que la migraine, c'est un diagnostic médical qui représente un type de mal de tête parmi 200 autres. On y reviendra. Et la différence entre les deux, simple mal de tête et migraine, n'est pas toujours facile à saisir, comme le montre ce petit micro-trottoir que l'on a tourné dans la rue avec notre équipe. Pour moi, la migraine, c'est un truc plus d'un côté. Et pour moi, le mal de tête, c'est plus léger. Quand on dit j'ai une migraine ou quand j'ai un mal de tête, c'est pareil. Déjà, quand je dis j'ai une migraine, j'ai beaucoup plus mal là qu'au frontal, typiquement. Un mal de tête, ça vaut pas forcément le besoin de consulter. Par contre, pour une migraine, je pense que ça vaut le besoin de consulter et de s'en préoccuper. Quand moi j'ai une migraine, il faut je sois dans le noir et au calme. Maux de tête, je prends un Doliprane, un Efferalgan et c'est supportable. Oui, on voit que tout le monde ne s'inscrit pas totalement dans le faux parmi les personnes interrogées. Mais qu'est-ce qui permet vraiment de distinguer un mal de tête d'une migraine? Quels sont les critères précis? Alors, c'est l'interrogatoire que va faire le médecin avec son patient, les détails que va pouvoir apporter le patient. Il est très important qu'il donne le maximum d'informations. Et puis, il y a des critères internationaux qui permettent de retenir le diagnostic de migraine avec le caractère répété, avec les caractéristiques de la douleur qui sont souvent intenses, souvent la moitié du crâne, mais pas toujours, souvent pulsatiles, et avec des symptômes associés qui sont une gêne. Ça tape? Oui, ça tape comme le cœur dans la tête. Et puis des symptômes associés comme une gêne au bruit ou à la lumière, et souvent des nausées, voire parfois des vomissements. En gros, les gens sont bloqués au lit de manière répétée. Ce qu'il n'y a pas du tout dans les maux de tête, dans les simples maux de tête, entre guillemets. Alors, dans tous les maux de tête, il y a des caractéristiques particulières, mais dans les maux de tête les plus classiques, ce sont les céphalées de tension. Et en général, en effet, il n'y a pas de signe digestif et il y a peu de gêne au bruit et à la lumière. Et alors, une migraine se caractérise par plusieurs phases, c'est bien ça? Oui, donc la migraine, c'est pas que la phase de douleur, de céphalée, c'est préalablement chez certains patients, chez un quart de patients, une aura, c'est-à-dire un trouble visuel, voire parfois des petits troubles sensitifs qui s'installent progressivement et parfois plus rarement des troubles de la parole qui précèdent le mal de tête. Encore avant cette aura, il y a parfois les prodromes, des dysfonctionnements du cerveau qui annoncent cet épisode de crise de douleur. Et puis après la douleur, il y a parfois ce qu'on appelle des postdromes, donc les patients n'ont plus mal à la tête, mais ils sont quand même pas à 100%. Ils ont encore des petits problèmes pour se concentrer, par exemple. Et dans les prodromes, qu'est-ce qu'il y a comme symptômes, justement? Les prodromes, c'est extrêmement variable. Il y a parfois une fringale pour certains aliments, il y a parfois des bâillements, il y a parfois une perturbation du transit. C'est extrêmement variable d'une personne à l'autre. On en rediscutera un petit peu plus tard. Professeur Dallel, est-ce que vous qui vous intéressez à ce qui se passe dans le cerveau, est-ce qu'on sait, au niveau de ces 4 phases, quelles sont les différentes parties du cerveau qui sont impliquées? Oui, on sait que ces différentes phases sont sous-tendues par des modifications dans des régions différentes du cerveau. Les prodromes sont dus à un dysfonctionnement de l'hypothalamus. C'est un noyau qui joue un rôle important dans le fonctionnement de notre corps, notamment dans l'alimentation, le sommeil, le rythme circadien, le stress. Et ce noyau est impliqué également dans la douleur et des données qui ont montré qu'au cours d'une crise de migraine, il y a une activation de ce noyau. Alors la question qui reste sans réponse, c'est le lien entre ces différentes phases, puisqu'on sait que tout le monde n'a pas de prodrome, tout le monde n'a pas d'aura, et on sait que la plupart des traitements capables d'agir soit sur l'aura ou les prodromes ne sont pas efficaces sur la céphalée.
Et est-ce que la douleur se voit à l'imagerie médicale? Est-ce qu'on peut, voilà, on passe un scanner ou je sais pas, et là, paf, on peut voir que la personne, oui, effectivement, elle a une migraine et elle a mal. Alors, il n'y a pas besoin d'examen complémentaire pour faire le diagnostic de migraine. Un interrogatoire bien conduit permet de faire facilement un examen, le diagnostic de migraine. Par contre, dans des situations où il y a des céphalées un peu particulières, on peut faire appel à des techniques qui nous permettent de voir le cerveau. Et donc, Jérôme peut expliquer un peu plus en détail si nécessaire. Par contre, les outils d'imagerie sont souvent utilisés pour la recherche, pour voir les régions cérébrales activées au cours d'une crise de migraine. Ah ouais. Mais en général, il n'y a pas besoin de ces outils pour faire le diagnostic d'une migraine. Oui, je me tourne vers vous, docteur Maouet. Donc, pas de prise de sang, pas d'imagerie. En 2023, non. En 2023, c'est la discussion du médecin avec son patient et toutes les informations que peut nous amener le patient, et puis des critères internationaux qui permettent de poser le diagnostic. Peut-être que dans 10 ans, dans 20 ans, on fera une analyse génétique où on aura des nouvelles techniques d'IRM. Mais pour le moment, l'IRM, en effet, elle est juste pour intéresser si on a un doute sur le diagnostic. Et pour le moment, sinon dans la recherche. D'accord, mais elle n'est pas faite de manière systématique. Elle n'est pas faite de manière systématique. Les critères internationaux permettent de poser le diagnostic. Un questionnaire, tout simplement. Avec un questionnaire détaillé, toutes les informations. Et c'est là le rôle important du patient pour nous aider à arriver à ce diagnostic. Et on voit que ce diagnostic n'est pas toujours évident à obtenir rapidement pour les patients. En témoigne une enquête qui a été réalisée l'année dernière par l'association La Voix des migraineux, qui a abouti à la conclusion qu'il faut en moyenne 7 ans et demi d'attente pour obtenir le diagnostic, 3 consultations différentes. Et près de la moitié des patients se plaignent d'un manque d'informations à l'annonce de leur maladie. D'ailleurs, je rebondis là-dessus parce que docteur Maouet, quand on a préparé cette émission, vous me disiez que seuls 5% des personnes qui souffrent de migraine ont à la fois le bon diagnostic, le bon traitement et le bon suivi médical. Comment on explique ce si mauvais chiffre, 5%? C'était une étude américaine qui avait évalué plus de 1000 patients. Et finalement, il y avait déjà la moitié des patients qui ont une migraine qui l'ignorent et qui ne consultent pas. Et puis, sur cette moitié qui finit par consulter, il y en a seulement un quart qui va avoir le vrai bon diagnostic. Et sur ce quart du demi, il y en a encore que la moitié qui va avoir le bon traitement. Donc, c'est pour ça qu'on arrive à des très petits chiffres. Alors, il faut revoir tout à tous les niveaux, au niveau de l'information patient, au niveau de la formation médecin, etc. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de patients qui considèrent ça comme une fatalité et qui n'en parlent pas à leur médecin ou qui en parlent en se relevant en fin de consultation quand ils ont consulté pour autre chose et dire « Au fait, j'ai mal à la tête », mais bon, pour eux, c'est banal, c'est comme ça dans la famille et ils abandonnent un petit peu. Vous pensez que le problème, du coup, vient plus des patients qui banalisent complètement ces symptômes en pensant que je pense qu'ils ne sont pas suffisamment informés. Et puis après, je pense qu'à tous les niveaux, au niveau médical, on doit aussi améliorer notre prise en charge. Est-ce que c'est bien connu, ces critères-là, c'est bien connu des médecins généralistes, c'est bien enseigné C'est enseigné. Alors après, c'est vrai qu'on ne donne probablement pas suffisamment de temps à la migraine, eu égard à la fréquence de la maladie et à l'impact qu'elle peut avoir. C'est 12% de la population et ça ne représente pas 12% de la formation des médecins généralistes. Bien sûr, bien sûr. Professeur Dallel, je me tourne vers vous et je reviens sur la douleur parce que c'est vraiment intéressant de savoir pourquoi on a mal. Et on a quand même quelques explications. Non, vous êtes venu avec un schéma justement pour nous expliquer ça. Alors, les facteurs de déclenchement de la crise, on ne les connaît pas. Il y a plusieurs facteurs qui ont été proposés, chacun a son facteur. Il y a des gens qui parlent d'alimentation, il y a des gens qui parlent du double sommeil, il y a des gens qui c'est l'activité physique, la pression atmosphérique. Mais le lien causal entre ces facteurs de déclenchement de la crise de migraine et la céphalée n'est pas clairement établi. Par contre, on sait ce qui déclenche la céphalée, c'est-à-dire la douleur. Au cours d'une crise de migraine, il y a des substances qui sont libérées dans le cerveau qui vont agir sur ce qu'on appelle le complexe trigeminovasculaire. Alors, c'est quoi ce complexe? Ce sont des terminaisons nerveuses qui innervent les méninges. Les méninges, c'est une paroi qui tapisse l'ensemble du cerveau qui se trouve juste sous le crâne. Et ces terminaisons nerveuses sont connectées aux nerfs trigéminaux. Et également, il y a l'activation des vaisseaux qui assure la vascularisation des méninges. Et l'activation des vaisseaux et des terminaisons nerveuses va entraîner à son tour une activation de ce qu'on appelle un réseau spécifique qui se trouve dans le cerveau. Ce réseau comprend plusieurs noyaux ou plusieurs régions. Le complexe trigémino-cervical qui se trouve au niveau du bulbe, le thalamus et le cortex. Et donc, l'activation de l'ensemble de systèmes permet de générer la douleur. Et donc, l'objectif des traitements disponibles, soit d'empêcher l'activation du système trigéminovasculaire, c'est-à-dire des structures qui innervent les méninges ou assurer la vascularisation des méninges, soit l'activation de ce réseau spécifique de la migraine. Très bien.
Docteur Maouet, on voit que dans la migraine, les personnes migraineuses, il leur suffit de petites choses, de peu de petites choses pour finalement déclencher une crise. Par exemple, mal dormir une nuit ou deux, boire un peu trop d'alcool pendant une soirée, voilà. Vous avez justement une image assez parlante avec des verres d'eau pour expliquer pourquoi ces petites choses de la vie, finalement, peuvent provoquer des migraines. Oui, finalement, en fait, le migraineux a une tolérance au changement moindre qu'un non-migraineux. Et donc, si on prend cette analogie avec les verres d'eau, finalement, on peut imaginer qu'une crise, c'est quand le verre d'eau déborde et que le cerveau a atteint sa limite de tolérance. Eh bien, on imagine bien que quelqu'un qui n'est pas migraineux, il a un verre d'eau beaucoup plus grand et on peut ajouter une forte émotion, une nuit courte, un décalage horaire, un verre de vin, tout ça mis ensemble ne va pas déclencher une crise. Alors que chez un migraineux, eh bien, 2 de ces facteurs peut déclencher une crise. Et à l'inverse, s'il a un traitement de fond, eh bien, il aura une certaine résistance à tous ces facteurs favorisants. Et si par contre, il n'a pas la chance d'avoir un traitement de fond efficace, qu'en plus il a un stress majeur, eh bien, à ce moment-là, le verre est encore beaucoup plus petit et il faut beaucoup moins de choses pour le faire déborder. Traitement de fond, traitement de crise, on en reparlera dans la dernière partie de cette émission un petit peu plus tard. Professeur Dallel, vous travaillez aussi sur l'impact du microbiote intestinal, donc la flore, les bactéries qu'on a dans nos intestins, leur impact sur la migraine. Alors ça, c'est un lien qu'on n'aurait pas soupçonné. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, donc, comme vous le savez, que le microbiote, il comprend plusieurs mécanismes, et ces micro-organismes jouent un rôle important dans notre santé, et notamment dans la transformation des aliments en métabolites, et ces métabolites jouent un rôle important dans le fonctionnement également du cerveau. Parmi ces métabolites, il y a le tryptophane, qui est un acide aminé qui est présent dans l'alimentation. Et les données, et nous avons observé que chez les patients, le tryptophane, ce tryptophane est sous l'influence des microbes, il va transformer en sérotonine, et cette sérotonine, elle joue un rôle important dans le fonctionnement du système nerveux. Donc le tryptophane, ça vient de nos aliments. Des aliments. Voilà, c'est une petite substance, un nutriment. C'est un acide aminé qui est présent dans beaucoup d'aliments. Sous l'influence du microbiote, il est transformé dans différentes molécules, dont la sérotonine. Qui est une hormone plutôt, c'est ça ? Non, c'est un neurotransmetteur. Un neurotransmetteur. Et ce neurotransmetteur joue un rôle important dans le fonctionnement du cerveau. Il a été impliqué dans différentes maladies, notamment la dépression et la migraine. Et donc, dans notre laboratoire, nous avons observé que les patients qui présentent une altération de leur microbiote, la prévalence de migraine est multipliée par 2. Puisqu'on passe alors, la prévalence de la migraine varie en fonction des pays, mais on a estimé que 40% des patients qui ont un dérèglement du microbiote présentent des migraines. Et par des approches expérimentales, nous avons observé que lorsqu'on dérègle le métabolisme du tryptophane, on aggrave la crise de migraine et on réduit l'efficacité des traitements antimigraineux disponibles. Docteur Maouet, c'est une question qui inquiète peut-être les gens qui souffrent de migraine. Est-ce que cette maladie peut cacher une autre maladie plus grave ou engendrer une autre maladie ? Alors, quand le diagnostic de migraine est avéré, il n'y a pas de risque de choses graves sous-jacentes. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est bénin, que ce n'est pas handicapant, que ce n'est pas invalidant. On imagine bien que quelqu'un qui a mal à la tête tous les jours, par le caractère répété, par les conséquences sur la vie de tous les jours, sur la vie professionnelle, peut avoir un handicap véritable et éventuellement un fléchissement du moral, ce qui se comprend très bien. Donc, comme vous le disiez, la migraine peut être extrêmement douloureuse, très souvent invalidante pour celles et ceux qui en souffrent, avec un impact sur tous les aspects de la vie, à la fois familiale et professionnelle. Et pour en discuter, je vais tout de suite rejoindre Morgane Rivera Vargas, qui souffre de migraine et qui va nous raconter son parcours en tant que membre de l'association La Voix des migraineux. Bonjour Morgane Rivera Vargas. Bonjour. Bonjour, merci d'être venue sur notre plateau pour témoigner de votre parcours en tant que personne qui souffre de migraine. Vous avez 32 ans aujourd'hui. Quand est-ce que ça a commencé ? Alors, ça a démarré au début de la vingtaine, vers 21-22 ans. Et puis ensuite, vers 25-26 ans, c'est là que c'est devenu plus sévère, plus chronique. Et concrètement, à quoi ça ressemblait une crise de migraine ? Comment ça se déroulait ? Alors, au départ, c'est une douleur donc, d'un côté de la tête. Mais il faut savoir que ça arrive à des moments inattendus, en fait. On peut être dans le métro, on peut être au travail. Donc, c'est cet aspect spontané, des fois, qui peut surprendre. Et est-ce qu'une crise vous a déjà conduite à l'hôpital, aux urgences ? Ah oui, tout à fait, oui. À l'hôpital, oui. Et ça arrive régulièrement.
Et à ce moment-là, vous saviez que vous aviez des migraines et que c'était pas autre chose? Oui, je le savais. Simplement, elle durait trop longtemps. En fait, au bout de 72 heures, votre crise est censée s'arrêter, mais des fois, ça s'enraye et c'est là qu'il faut aller aux urgences. Et là, à ce moment-là, vous vous êtes hospitalisé, qu'est-ce qui se passe? C'est ça, en fait, c'est 3 nuits à l'hôpital avec Ah ouais. un traitement en intraveineuse. Et donc surveiller, c'est un traitement qui fait augmenter un petit peu le rythme cardiaque. Donc ils doivent surveiller sur la nuit que le cœur ne s'emballe pas. Donc c'est 3 nuits minimum. On parlait tout à l'heure du délai diagnostic très important, c'était 7 ans et demi en moyenne selon l'enquête de la Voix des migraineux. Vous, ça a commencé vers la vingtaine, est-ce que le diagnostic est arrivé rapidement? Relativement rapidement, oui, grâce à mon médecin généraliste qui est celui de famille, hein, au final. Donc je ne sais pas si c'est parce que j'ai eu la confiance de pouvoir lui expliquer, mais enfin en tout cas après plusieurs mentions de douleurs unilatérales, là il a commencé à se dire que ça ressemblait à des migraines et donc le diagnostic a été posé dans l'année au final. C'est la consultation vers un neurologue spécialisé qui prend un peu plus de temps quand vraiment le médecin sent qu'il a tenté quelques traitements de fond que lui voulait essayer, mais ensuite il se sent dépassé, il renvoie vers le neurologue spécialiste. Mais quand vous dites que ça prend plus de temps, c'est plus de temps pour obtenir une consultation ou... C'est les deux, en fait. Oui, l'obtention de la consultation. Il y a à peu près en ce moment 1 an et demi de délai pour une nouvelle consultation sur l'île. C'est énorme. Oui, donc c'est ça. Et puis... le temps que le médecin prenne cette décision, il se dit, moi, je peux plus. Je pense que c'est ce qu'il s'est dit. Je ne peux plus rien faire pour elle. Il faut vraiment que je l'oriente en fait vers le neurologue. On parlera juste après de votre situation aujourd'hui, de votre état de santé, mais voilà, dans ces premières années de migraine, comment ça a impacté votre quotidien? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez dû arrêter de faire, des choses que vous vous êtes empêché de faire? Oui. Forcément, on parlait des verres tout à l'heure, c'est exactement ça. C'est surveiller toujours tout changement, en fait, avoir le même sommeil en semaine, le week-end, toujours. On fait souvent l'erreur de dormir plus le week-end, mais les migraineux peuvent pas se le permettre. Donc ça impacte le quotidien aussi sur les obligations sociales. On finit par annuler en dernière minute, ça peut énerver les proches, les amis. Heureusement. Donc une soirée, un resto qui saute parce que trop de... Des fois, c'est même une annulation de dernière minute parce que jusqu'au bout, on se dit je vais y arriver, je vais faire l'effort. Donc finalement, c'est dans le planning. En fait, je peux pas prévoir trop de choses. Il faut toujours me laisser le temps de récupérer derrière. Il y a aussi des symptômes plus cognitifs en fait qui, par exemple, au travail, je me mets à mélanger un petit peu les chiffres et les lettres. Je me mets à être plus monotâche. Il y a un ralentissement, un petit brouillard en fait dans le cerveau. Donc même au travail, s'il faut être rapide, etc., ça va être compliqué. J'ai pas forcément besoin d'être dans le noir. Je peux éventuellement aller au travail, ça dépend des crises, mais je serai pas du tout performante comme je suis censée l'être. Et là, par exemple, sur le plateau, il y a beaucoup de lumière assez vive. Est-ce que ça vous dérange ou est-ce que ça va? Dans mon cas, ça va. Moi, c'est pas les lumières, c'est surtout les bruits. Donc moi, j'ai un casque anti-bruit avec une technologie qui annule le bruit et que j'ai toujours dans mon sac, toujours prête à sortir parce que le moindre freinement d'une voiture ou d'un train ou un enfant qui passe en criant, ça peut soit me démarrer une crise qui sera peut-être qui m'amènera peut-être à l'hôpital après, ou alors ça peut empirer une crise. Donc les lumières ici, moi ça va, mais c'est plutôt en termes de bruit ce qui me dérange. Bon, on est content de ne pas être à l'origine d'une potentielle crise. Et vous parliez de votre travail. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une forme de compréhension de la part de votre employeur et de vos collègues? Alors sur mon emploi actuel, oui, ça fait 1 an que je suis dans cette entreprise et ils sont très très compréhensifs, très bienveillants, même quand il y a des travaux dans l'immeuble, ils me préviennent avant, histoire que je puisse faire du télétravail, donc ils sont flexibles aussi sur le télétravail, parce que prendre le métro en pleine crise quand j'ai des vertiges, etc., c'est impossible, donc je peux télétravailler. Ils sont aussi flexibles sur les horaires, donc ça veut dire que si je suis pas bien, je peux partir plus tôt pour me reposer ou je peux dormir un peu plus si j'en ai besoin, du moment que bien sûr je préviens en amont. Après, on sent qu'il y a quand même un besoin de sensibiliser donc les collègues, même s'ils sont bienveillants, ils connaissent pas tous les symptômes.
Ils ne se rendent pas compte, par exemple, du brouillard dont je parlais, etc. Donc, tous les jours, je fais un travail un peu de sensibilisation. Pardon. Je leur explique ce que je ressens, ce qui se passe, en fait. Et aujourd'hui, comment vous allez aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Grâce notamment donc, à mon emploi, ça aide énormément que l'employeur soit compréhensif, mais aussi au nouveau traitement qui a été mis à disposition, malheureusement non remboursé, qui s'appelle dans mon cas l'Emgality, mais il y en a plusieurs, il y a 3 marques différentes, qui est en fait une auto-injection, donc c'est une seule fois par mois, c'est même pas quelque chose qu'on prend tous les jours, donc ça se fait qu'une seule fois par mois, et moi ça m'a permis vraiment de récupérer déjà ma vie professionnelle, parce que avant j'étais sur le point de penser à regarder pour être reconnue handicapée, parce que j'ai été sur des arrêts de travail d'au moins 2 semaines, tous les 3 mois, tous les 2-3 mois. Et là, cette année, j'ai fait un seul arrêt de travail. Et en termes de nombre de crises, ou plutôt dans mon cas de jours continus sans douleur. Jamais j'ai eu un mois sans douleur. Et là, j'ai fait cette année au moins 2 mois à la suite sans aucune douleur. Donc, il y a vraiment une différence. Ouais. Merci beaucoup Morgane d'avoir partagé avec nous un peu de ce vécu qui servira à d'autres, j'espère. Et puis tout de suite, retour en plateau avec nos 2 spécialistes pour le dernier volet de cette émission consacrée au traitement. Docteur Mahoué, on va maintenant parler des traitements. Je voulais vous demander quelle place occupent les antidouleurs assez forts de type codéine, tramadol, etc. dans la vie des migraineux. Est-ce que ce sont des médicaments vers lesquels se tourner ? Pour les traitements de crise, pour traiter la crise de migraine, en effet, il faudrait ne pas se tourner vers ces traitements. Il ne faut pas se tourner vers ces traitements. Exactement, parce qu'ils n'ont pas de preuve d'efficacité et surtout, on peut s'y habituer à en prendre de plus en plus, alors qu'il y a des preuves d'efficacité pour les triptans, qui sont des traitements spécifiques de la migraine, ou pour les anti-inflammatoires. Là, on a des véritables preuves. Alors que ce soit ceci ou que ce soit les autres, il faut le faire en concertation avec son médecin, parce que si on en prend trop, ça peut aggraver la migraine sous-jacente. Et alors, en préparant l'émission, vous m'avez dit qu'il y avait des traitements de crise et des traitements de fond. Donc les triptans dont vous parlez et les anti-inflammatoires, ce sont des traitements de crise, c'est ça ? Crise, exactement. Donc c'est vrai qu'il y a parfois une confusion. Le traitement de crise, c'est quand on a une crise. Il faut essayer de le prendre assez rapidement pour enrayer cette crise et éviter qu'elle évolue. Et puis le traitement de fond, c'est un traitement qu'on prend de manière régulière pour essayer de faire que les crises viennent moins souvent, qu'elles soient moins intenses et moins fortes. C'est un traitement préventif qu'on propose aux patients qui ont des migraines fréquentes ou invalidantes. Et c'est le même type de molécules, les triptans, les traitements de crise ? En traitement de crise, il y a les anti-inflammatoires et les triptans. En traitement de fond, il y a avant tout des vieux médicaments qu'on a détournés de leur indication principale, qui sont des antiépileptiques, des antihypertenseurs et des antidépresseurs. Pour tout à fait d'autres maladies. Ils sont prévus pour autre chose, mais on s'est rendu compte qu'ils étaient efficaces dans la migraine. On les donne alors que les patients ne sont pas déprimés, épileptiques ou hypertendus. S'ils le sont, on fait d'une pierre deux coups, mais en l'occurrence, très souvent, ils ne le sont pas et on les prescrit quand même. Ça, ce sont les traitements classiques. Et puis, comme Morgane vient d'en parler, il y a des avancées, il y a des nouveaux traitements qui sont des traitements spécifiques de la migraine, des traitements qui ont été développés exprès pour bloquer certains processus de la migraine. Et on en reparlera juste après. Mais tout de suite, nous allons regarder une petite vidéo tournée au CHU de Nantes sur une consultation migraine qui montre que les traitements de fond, effectivement, changent bien souvent la vie des patients en profondeur. Et sur le plan des crises de migraine, vous en êtes où? Alors, il y en a à quelle fréquence? Si j'en ai 2 par an, c'est bien. Quoi, c'est bien? Est-ce que vous arrivez à vous souvenir, avant qu'on ait mis en place des traitements de crise, combien ça durait vos crises si vous prenez rien du tout? Ça s'est installé pour de nombreux jours. Hein. Ouais. Puis c'était avec une grosse difficulté à travailler. Ouais. Sur le traitement, oui, c'était du naproxène. Donc ça, c'est le traitement que vous prenez au moment où la crise commence. Ah ben ça marche très bien parce que je m'endors, donc c'est difficile de le prendre si je travaille. On voit que, effectivement, dans le cas de cette patiente, elle est passée de nombreuses crises par an à 2 crises maximum. Est-ce que ces traitements sont efficaces dans 100% des cas ou quel pourcentage des patients y est sensible finalement?
Mais pour le moment, la migraine, elle regroupe encore des différentes sous-formes. Et je pense que quand on avancera, on fera peut-être des tests génétiques, on dira, vous avez une migraine qui dépend de manière très importante de cette molécule. Si on bloque cette molécule, on peut bloquer toutes vos migraines. Vous, à l'inverse, vous avez une migraine qui dépend à 50% de cette molécule. Et si on bloque cette molécule, on bloquera 50% de vos migraines. Pour le moment, on ne sait pas encore, mais c'est vrai que ces nouveaux traitements, les anti-CGRP, on a des patients qui sont 75% répondeurs, c'est-à-dire qui ont 75 fois moins de migraines, 75% de moins de migraines, et des patients qui sont 100% répondeurs, qui n'en ont quasi plus. Mais on ne peut pas savoir à l'avance qui va être un très bon ou un super répondeur. Et les traitements actuellement les plus répandus, là, les triptans et tout ça, les traitements de fond, est-ce qu'ils sont très efficaces ou... Alors, les triptans sont des traitements de crise, mais les traitements de fond classiques qu'on utilise maintenant, il y en a qui marchent, il y en a qui marchent bien, et heureusement, puisque malheureusement, on n'a pas encore le remboursement des nouveaux. C'est vrai qu'on a peut-être un peu moins souvent avec ceux-là des 100% répondeurs ou des 75% répondeurs, mais il reste des traitements efficaces. Et quand on en parle avec son médecin, qu'on adapte les effets secondaires potentiels, etc., on peut avoir un traitement qui est avec une tolérance satisfaisante et une efficacité significative. Et justement, la patiente dans la vidéo dit je m'endors immédiatement, donc ça marche. Est-ce qu'il y a des effets indésirables un petit peu graves liés à ces médicaments? Je ne parle pas des nouveaux médicaments, on en parlera après, mais des traitements actuellement disponibles sur le marché? Les traitements actuels, les traitements plus classiques, ils ont des effets secondaires, mais c'est vrai que c'est important d'en discuter avec le patient pour voir les effets secondaires qu'il est prêt à supporter pour le bénéfice qu'il peut en avoir. Et puis parfois, si on peut faire d'une pierre deux coups, tant mieux. Si vous avez un patient qui vous dit j'ai des troubles du sommeil et que l'effet secondaire principal de votre médicament, c'est d'induire une somnolence au coucher, tant mieux. C'est ça, c'est le type d'effet indésirable, c'est somnolence, etc. Il y en a d'autres, il y a d'autres qui font prendre du poids, il y en a d'autres qui en font perdre. Donc parfois, il y a certaines patientes ou patients qui sont très ravis, qui sont très contents d'avoir un traitement dont l'effet secondaire principal est de faire perdre un petit peu de poids. Professeur Dallel, est-ce qu'on peut guérir définitivement de la migraine ou est-ce qu'on peut espérer que ça arrive un jour avec les nouveaux médicaments? Je préfère parler de rémission que de guérison. En général, les symptômes peuvent baisser, peuvent disparaître, mais la maladie ne disparaît pas parce qu'elle est liée à la fois à des facteurs génétiques, mais également à des facteurs environnementaux. Donc on sait qu'il y a des périodes de rémission, par exemple au cours d'une grossesse, la migraine, où les symptômes peuvent disparaître. Après la grossesse, ils reviennent. Et on sait que la prévalence de la migraine varie en fonction de l'âge. Chez l'enfant, il y a environ 5% d'enfants qui sont migraineux. À la puberté, le nombre de migraineux augmente significativement. Par exemple, on estime chez la femme entre 25 et 30%. Puis la prévalence de la migraine baisse au fur et à mesure du vieillissement. Et on retrouve un chiffre à peu près autour de 5% après 60 ans. Donc je préfère parler de rémission, mais il n'y a pas de guérison. Et en préparant l'émission et là sur le plateau, vous êtes revenus tous les trois à plusieurs reprises sur un nouveau traitement, un nouveau type de traitement qui s'appelle les anticorps anti-CGRP, qui représente un véritable espoir pour les patients. Professeur Dallel, comment fonctionne ce traitement? Qu'est-ce qu'il a de nouveau par rapport aux autres? Alors tout à l'heure, si vous vous souvenez, je vous ai expliqué qu'au cours d'une crise des migraines, il y a un certain nombre de substances qui sont libérées. Les chercheurs, ils ont identifié une substance qui s'appelle le CGRP, et cette substance, elle a au moins deux actions. Elle est capable d'activer le système trigéminovasculaire, mais elle est capable également d'entraîner une vasodilation des vaisseaux. Et donc, avec cette substance, elle est capable de déclencher la crise de migraine quand on la donne chez un patient migraineux. Donc, c'est les CGRP, c'est ça, le CGRP. substance. Et donc, il y a deux types de médicaments qui ont été développés. Il y a ce qu'on appelle les anticorps monoclonaux. Il s'agit de grosses molécules qui se lient soit au récepteur du CGRP et donc empêchent le CGRP de se fixer sur sa cible, soit des molécules qui sont capables de se lier carrément au CGRP et comme il est gros, il ne peut pas se lier au récepteur. Et donc ces anticorps monoclonaux, comme ils sont gros, ils ne franchissent pas la barrière et donc ils ont un effet essentiellement périphérique. La barrière hémato-encéphalique. Oui. Et donc l'effet périphérique, et donc du coup ils ont moins d'effets indésirables. Alors ces molécules, ils sont efficaces essentiellement comme traitement de fond. Et on leur administre en général par voie soit sous-cutanée, soit par voie intraveineuse, une fois par mois ou une fois tous les 3 mois en fonction du type de molécules, puisqu'il y a 4 anticorps monoclonaux qui ont été commercialisés aux États-Unis et ils arrivent en France avec des conditions particulières. Et après, je laisse Jérôme expliquer un peu la situation de la France. Donc, voilà. Après, il y a une deuxième famille qui bloque le CGRP, ce qu'on appelle les antagonistes de CGRP. Et donc, souvent, on leur dénomme les GEPAN. Donc, ces molécules, elles ne peuvent que bloquer le récepteur, et il s'agit de traitements de crise, et ces molécules sont administrées par voie orale.
Voilà. Et dans tous les cas, donc, il s'agit d'empêcher les CGRP de faire leur action. Voilà, c'est voilà. ça, cette substance sécrétée par des neurones au niveau de l'enveloppe du cerveau. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, les premiers anticorps sont des traitements de fond. Par contre, les GEPAN sont des traitements de crise. Et donc, du coup, ça offre une alternative supplémentaire pour la prise en charge du patient qu'on n'avait pas avec... Docteur Maouez, ces médicaments-là, ces nouveaux médicaments, à qui sont-ils destinés? Est-ce que c'est pour les malades les plus sévères? Alors, il y a des recommandations européennes qui disent que l'AMM, elle est pour les patients avec 4 jours de crise de migraine. Après, vu le prix... 4 jours d'affilée, 4 jours sur le mois. Pardon. Sur le mois, d'accord. Alors après, vu le prix, vu le fait qu'il y a moins de recul que les autres, etc., les recommandations, notamment françaises, disent plutôt chez des gens qui ont 8 jours de crise de migraine, avec 2 échecs ou intolérance à des traitements classiques, suggérant que c'est quand même bien d'essayer des traitements plus classiques et de se tourner vers ces traitements uniquement si jamais il y a intolérance ou inefficacité. En dernier recours. Peut-être pas dernier recours, parce qu'il faut reconnaître qu'ils sont extrêmement efficaces et qu'ils sont extrêmement bien tolérés, mais leur problème pour le moment, c'est leur non-remboursement. Donc vous me dites pour qui? Malheureusement, je dois vous dire pour les gens qui peuvent se les offrir, ce qui est aberrant en 2023. Professeur Dallel, vous, avec votre équipe, vous êtes aussi en train de développer un nouveau type de traitement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et nous dire à quelle étape du développement vous en êtes actuellement? Alors, dans mon labo, on s'intéresse au contrôle endogène de la douleur. Alors, c'est quoi les contrôles endogènes? C'est en présence d'une douleur, le cerveau de lui-même va libérer des substances qui vont pour mission d'atténuer la douleur. Et il y a des chercheurs, ils ont montré qu'au cours d'une crise de migraine, il y a un peptide qui est libéré qui s'appelle encéphaline. Un peptide, c'est une substance? C'est une substance, une molécule qui est libérée qui s'appelle encéphaline. Et cette encéphaline, c'est un excellent analgésique. Malheureusement, son durée d'action est très courte. Parce qu'en même temps, le cerveau va libérer des enzymes qui vont réduire la durée d'action de cette encéphaline. Donc, grâce à une collaboration avec un industriel, nous avons réussi à inhiber ces enzymes. Et l'inhibition de ces enzymes a permis d'augmenter la durée d'action des encéphalines. Et en plus, ces molécules, lorsqu'on les administre, c'est-à-dire ces inhibiteurs des enzymes, lorsqu'on les administre chez l'animal ou chez l'homme, n'ont pas d'effet indésirable. Donc, l'étape suivante, c'est de valider ce que nous avons observé en données précliniques chez l'homme. Donc là, vous avez des données chez les animaux? Alors, on a des données chez l'animal qui montrent que c'est efficace. On a des données chez l'homme qui montrent que lorsqu'on les donne chez un homme volontaire sain, il n'y a pas d'effet indésirable. Et donc, il reste la phase suivante, c'est de montrer l'efficacité chez des patients qui souffrent de migraine. Et donc, il y a besoin d'obtenir des fonds nécessaires pour tester cette phase. Mais finalement, la plupart des phases initiales, l'efficacité et la tolérance, ça a été fait. Ouais, donc en fait, ce serait d'utiliser les propriétés du cerveau en l'aidant, lui donnant un petit coup de pouce. Voilà, en gros, le booster. Pour diminuer la douleur. Voilà. Mais ça ne traiterait pas la cause même de la migraine, on est d'accord? Mais c'est un traitement aussi efficace et même avec moins d'effets indésirables que des molécules qu'on administre par voie exogène. Voilà. Donc là, en gros, on booste et l'encéphaline, elle est libérée dans l'endroit concerné, puisqu'elle n'est pas libérée partout, donc l'endroit où la douleur est déclenchée. Bon, et donc, c'est l'intérêt, c'est que c'est moins d'effets indésirables que la plupart des substances qui existent sur le marché. Et quand est-ce que vous allez lancer les essais? Dès qu'on aura les fonds pour tester chez l'homme. Bon. Très bientôt, on espère. J'espère. Docteur Maouez, il y a aussi des dispositifs de neurostimulation, on n'en a pas encore parlé jusqu'à maintenant dans l'émission. On a des images qu'on va vous projeter. En quoi ça consiste, ces dispositifs? Et est-ce que c'est utilisé à l'hôpital ou c'est plutôt les patients qui achètent ça sur Internet pour le faire chez eux? Il y a de nombreuses alternatives non médicamenteuses et c'est vrai que c'est important d'en discuter avec son médecin parce qu'il y en a qui ont des preuves, il y en a qui n'ont pas de preuves. Et là, certains appareils ont en effet des preuves. Par exemple, le TENS, la stimulation ici au niveau du front, elle a démontré un bénéfice pour traiter une crise et aussi il y a des données pour un traitement préventif, donc de faire qu'on a moins de crises moins souvent. Il y a aussi, et il va arriver en 2023, un petit appareil qu'on met sur l'avant-bras qui permet de traiter les crises et qui a des données extrêmement convaincantes en finalement envoyant des messages sur le chemin de la douleur pour divertir un peu le cerveau qui est moins occupé à gérer, à traiter la douleur de la migraine. C'est toujours ça le mécanisme? Alors là c'est une nouvelle technique, hein, c'est vrai. Mais est-ce que tous ces dispositifs médicaux se valent ou est-ce que certains sont un peu des
des arnaques, entre Voilà, guillemets. pour le coup, il y a des preuves, hein. Il y a eu de véritables études où les patients avaient des vrais appareils, d'autres avaient des appareils faux, et puis on comptait le nombre de jours de migraine, on comptait l'évaluation de l'intensité de Et la ça migraine, et on fonctionne. vérifiait que dans le traitement avec les vrais, ça allait mieux que dans le groupe placebo, hein. Alors que c'est vrai qu'il y a des bandeaux magnétiques qu'on trouve sur Internet, il y a pas mal de choses, hein, de gens qui profitent un peu de la souffrance des patients, où il n'y a pas de preuves. C'est vraiment capital d'en discuter avec votre médecin. Ouais, c'est le médecin qui dira Exactement. vers quel dispositif s'orienter. Nous sommes sur le point de terminer cette émission. Docteur Maouet, vous animez un compte Instagram qui s'appelle doc.migraine, à la fois sur les maux de tête et sur les migraines, et qui vise à informer finalement le grand public sur ces maladies-là. Est-ce que vous avez un petit conseil pour finir, voilà, quelque chose qui vous tient à cœur, un message clé? Moi, je veux juste que les gens comprennent que la migraine, c'est pas une fatalité, que c'est pas la maladie de famille parce qu'on n'a pas réussi à la soigner chez Pierre ou chez Paul qu'on va pas y arriver chez eux. Il faut vraiment qu'ils en parlent avec leur médecin traitant, qu'ils prennent part à ça, qu'ils prennent des notes, qu'ils expliquent. Et en général, la plupart du temps, les médecins peuvent les aider. Et puis, si le médecin traitant ne peut pas les aider, il faut se tourner vers un neurologue parce que on est là pour ça. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux, Radouane Dalel, merci à Jérôme Maouet d'avoir participé à cette émission extrêmement intéressante et riche. Merci également à Morgane Rivera-Vargas qui nous a livré son témoignage en tant que patiente. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez consulter le dossier consacré à la migraine sur le site internet de l'INSERM. Merci beaucoup à Samia Saya de l'INSERM qui est à l'initiative de cette émission. Merci à Guillaume Pérez pour la réalisation, à la Jolie Prod pour la production et merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt.